Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on va parler de dons, que ce soit de sang, de plasma, de plaquettes. On va comprendre quel rôle peuvent jouer les étudiants dans ce processus. On voit ça tout de suite. Alors pour cet épisode, j'ai le plaisir, même que dis-je, l'honneur de recevoir Andrea Ctorza, qui est chargé de développement à la Maison du Don de Nice. Bonjour. Bonjour Rocha. Bonjour. Alors, donc vous faites partie de l'établissement français du sang et vous allez nous parler des différentes missions de l'EFS, du rôle que nous pouvons jouer, nous, en tant qu'étudiants, et surtout, comment on peut faciliter vos missions. En effet, on a besoin de vous pour remplir nos missions. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de l'EFS. On vous voit passer, dans les villes, dans les campagnes. Un peu partout, on voit des banderoles. Exactement, on voit dans les centres commerciaux, dans les écoles, dans les entreprises. Mais peut-être qu'on en nous, les étudiants, on vous voit pas assez, on C'est regrette. vrai, en effet. Et donc on va essayer un petit peu de démystifier un peu tout ça, de comprendre quelles sont vos missions et voir comment, nous, étudiants, on peut vous aider là-dedans et même, Avec comprendre plaisir. que le don du sang, c'est un acte citoyen. Voilà, vous avez vraiment un rôle à jouer, dans tout ça et plus on en parle, plus, ça fera peut-être boule de neige et du coup, on arrivera à avoir de plus en plus de jeunes qui donnent leur sang. Très bien. Alors, on va commencer par quelques chiffres pour un petit peu remettre du contexte. Donc, en 2023, il y avait à peu près 2,6 millions de dons de sang pour 1,6 million de donneurs en France, donc ce qui fait à peu près 2 dons par donneur. Mmh. Et on va essayer de les discuter un peu ensemble, ces chiffres. On est bien d'accord que c'est pas énorme, enfin, par rapport au nombre de donneurs et même au nombre de dons. Oui, en effet, c'est vrai que c'est pas énorme. Comme je vous le disais tout à l'heure, en France, on compte à 4 la moyenne de personnes qui ont en âge de donner qui donnent. Donc on a une belle marge de manœuvre pour, du coup, essayer de sensibiliser le maximum de personnes à cette cause et à ce geste, solidaire. Après, c'est vrai que pas tout le monde peut donner, hein. Il y a des contre-indications qui font que des fois, on veut se mobiliser, mais on peut pas forcément. Mais en tout cas, le fait d'en parler, peut-être que ça donnera des idées à des personnes qui se sont jamais trop posé la question et d'essayer de faire monter, voilà ce chiffre. Je crois qu'en 2024, on était à 2,7 millions, donc c'est que ça avance vraiment, petit à petit. Et le plus fou dans tout ça, c'est que, bah, le chiffre, le don de sang, il a diminué à partir des années 2010. Donc entre 2009 et 2012, il était à plus de 3 millions et après 2012, mais même dernièrement, on est passé sous la barre des 2,9 millions à partir de 2019, donc ce qui est quand même assez alarmant. Est-ce qu'il y a peut-être des raisons, des causes? Est-ce que c'est peut-être le covid ou est-ce que c'est autre chose? Bah, en fait, je pense que c'est beaucoup de causes réunies qui font que du coup ça baisse. C'est vrai que du coup ça a un petit peu baissé chaque année. Après, on a aussi moins de besoins. On a mis en place il y a quelques années quelque chose qui s'appelle le Patient Blood Management, qui est un système un peu opérationnel qui est fait dans les hôpitaux pour ne pas gaspiller des poches de produits sanguins. Donc, on essaye aussi on en consomme moins. Enfin, les établissements de santé nous en demandent moins. Donc du coup, c'est quand même en corrélation avec ces chiffres. Puis en France, il y a jamais personne non plus qui a manqué de poches de produits sanguins pour l'instant. Mmh. Et surtout, moi quand je vais à la maison du don de Nice, parce que voilà, je suis niçois, vive Nice, heu à chaque fois, on me dit voilà qu'on est, en dessous du nombre de ce qu'il faudrait avoir et que C'est même vrai. le département est assez critique là-dessus par rapport à la région et que même on faisait entre guillemets «importer», des D'autres poches régions. d'autres Mmh. régions, pour combler, cette déficience. C'est vrai, on est autosuffisant en France, mais sur la région PACA-Corse, on est déficitaire. On a 2 régions comme ça en France qui sont déficitaires, c'est la région PACA et la région Île-de-France. Donc on est 2 grosses régions avec beaucoup de besoins, on a beaucoup de centres de santé, de gros CHU et on consomme peut-être aussi plus que dans d'autres régions et on a moins de donneurs. Ce qui fait que du coup, on est toujours en train de devoir demander des poches dans des autres régions pour pouvoir soigner, les malades et accidentés en région PACA. C'est vrai. Autant je peux comprendre, la région PACA, parce que voilà, il y a beaucoup de vieilles personnes surtout dans les Alpes-Maritimes. Population vieillissante, oui, c'est vrai. Assez vieillissante, assez senior et donc il y a des contre-indications, bah, notamment dues à la vieillesse et à d'autres maladies. Mais Mmh. autant la région Île-de-France, c'est un peu incompréhensible parce que, bah, c'est comme, bah, la densité de population la plus élevée en France. On a énormément de population étudiante et même, de jeunes actifs et est-ce qu'il y a quelque chose qui fait
Bah, je pense que c'est un concours de plein de circonstances. Il y a aussi une population quand même qui est assez vieillissante. Il y a énormément de besoins parce qu'il y a des gros hôpitaux sur la région parisienne. Il y a des gros centres de cancérologie, donc on consomme beaucoup de poches de produits. Il y a énormément d'accidentés et les jeunes qui se mobilisent et les donneurs qui rentrent dans le système, du don, bah, sont pas assez nombreux pour pouvoir, supporter tous ces besoins, en fait. Donc on doit faire appel aux autres régions comme les régions du Nord, l'Aquitaine, Centre Pays de la Loire qui va nous dépanner de poches, pour soigner les malades dans nos régions. Après, il y a aussi, une population étudiante forte et une population étudiante forte fait que ça bouge beaucoup, que c'est pas forcément fixe à donner comme on le disait tout à l'heure, c'est 4 ou c'est 6 dons par an. Mmh. Donc la population étudiante qui bouge beaucoup, le vieillissement de la population et les besoins, font que et la culture aussi, peut-être la culture du don, elle est pas pareille dans les régions du sud comme dans les régions du nord. Je sais que dans les régions du nord, c'est quand même dans leur culture, le don, ils ont un gros système associatif, ils ont énormément d'associations qui les aident, ce qu'on a un peu moins dans le sud et aussi peut-être moins la culture du don, Ouais. malheureusement. Ouais, il y a une Mmh. partie, qui est due un petit peu au «tissu social» entre guillemets. Oui, je pense que ouais, on peut le rajouter, le tissu social dans tout ça. Et ce qui est quand même fou, donc là, ça va parler directement à nos auditeurs, c'est que à peu près un tiers, 29 exactement des donneurs entre 19 et 29 ans, sachant qu'il y en a beaucoup plus qui peuvent donner forcément Oui, entre alors 19. ça se rajeunit de plus en plus quand même, le pourcentage, des 18, 30 ans qui donnent. Mais, on les a pas encore tous, donc du coup, voilà, je me rappelle, je crois que j'en discutais avec un jeune qui était venu à la maison du don, qui venait d'avoir 18 ans. Il était venu le jour de ses 18 ans, donc je lui ai demandé: «Mais c'est quoi qui t'a motivé?» et cetera. Donc c'était souvent quand je demande, c'est une histoire familiale qui fait que, bah, il y a eu besoin dans la famille ou un ami, qui a eu besoin de transfusion et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on se mobilise et il me disait quelque chose qui je pense qui est vrai, c'est que nous, dans les régions du sud et cetera, dès qu'on a 18 ans, on veut aller au casino, Mmh. en boîte de nuit. Alors, du coup, on pense pas au don du sang et voilà et lui, il avait un copain qui venait du Nord et qui lui voilà, pour ses 18 ans, lui, c'était il allait au don de sang comme si c'était quelque chose qui se faisait un peu de père en fils, on transmet le flambeau. Donc voilà, nous, chez nous, à 18 ans, on va au casino, on va pas donner de sang. C'est la jeunesse dorée du sud. Oh là là. On va un peu plus parler de l'EFS. Donc l'OFS fournit à peu près 1 900 établissements de santé, donc que ce soit hôpitaux et cliniques en France. C'est quand même Oui, énorme, hein. C'est oui. Bah, en fait, on est les seuls qui pourront fournir les hôpitaux. Dans le système sanitaire, enfin, dans la dans la collecte et dans la transfusion, c'est l'EFS est l'opérateur civil et unique de la transfusion, en France. d'accord. Il y a pas d'association, il y a pas la Croix-Rouge qui rentre dedans et cetera. Il y a que nous qui pouvons fournir, les hôpitaux en produits sanguins. D'accord, très bien. Depuis la création de l'EFS, dans les années 2000. Très bien. OK, ah oui, c'est intéressant. C'est assez jeune, c'est assez jeune. L'EFS a été créé mais je crois il y a dans les questions, on va y revenir. Mais, cette année, on a 25 ans, donc on est quand même assez jeune en termes de Et dire que j'en ai 27. ben voilà, C'est plus que l'EFS. c'est que l'EFS. C'est pas mal. Et alors, 10 000, c'est le nombre de poches, de sang chaque jour qui doivent être entre guillemets «collectées» pour répondre aux besoins, des patients français. Et est-ce Exactement et 1000 poches dans la région PACA, OK, pour te donner une idée. OK, et on l'atteint facilement ou c'est on va dire, on est toujours à la limite chaque jour? En France, on va dire qu'on l'atteint presque. Il y a des périodes quand même qui sont assez critiques, les vacances scolaires, la période estivale. On va avoir du mal à atteindre ces 10 000 poches en France et dans la région PACA, au lieu de 1000 poches par jour, on est plutôt dans les 700, 800 en moyenne. Donc on en fait quand même toujours venir, 300 des autres régions Mmh. pour pouvoir être autosuffisant en France. Ben, en parlant d'autosuffisance, il faut 100 000 poches de réserve pour se dire, voilà, qu'on on Pour va être dire, bien. pour être bien, et en 2023, il y en avait seulement 88 000, donc Oui. 12 000 en moins. C'est C'était quand même énorme. Je me souviens, c'était avant une période estivale, on avait lancé un petit, communiqué de presse en mode urgent. C'est dans ces moments-là, du coup, qu'on communique vachement dans les médias, qu'on essaye de faire appel à la télé, à la presse, à la radio. Mais malheureusement, c'est souvent quand c'est critique, voilà, qu'on parle de l'EFS et pas toute l'année régulièrement. Mais, on avait lancé une campagne d'urgence pour faire face, à ce manque de poches. On sortait du covid, il y avait eu pas mal de jours fériés. Les jours fériés chez nous, c'est des jours sans collecte souvent et on rentrait dans la période estivale, là où on sait que les donneurs vont être beaucoup moins disponibles et partir en vacances et c'est normal et donc du coup, on manquait énormément de poches de sang et grâce à la campagne d'urgence,
on avait réussi à remonter et à atteindre presque les 100 000 poches. Bon, ouf, à la bonne heure. Ouf, voilà, ouf. Mais c'est souvent critique. C'est vrai qu'on a des périodes comme ça, fin d'année, début de juillet, août, vacances scolaires où on sait que, on va être un peu en tension, voilà. Même si personne n'a manqué de transfusion, on a les stocks qui sont un peu en tension. On se dit que si demain il se passe quelque chose de pas prévu, on aurait du mal du coup à faire face. Et Voilà. surtout que ça vient en parler de vos autres missions parce que voilà, vous n'êtes pas là à chaque fois à redemander, c'est pas votre travail principal. Votre travail, c'est de faire autre chose complètement. Enfin, vous allez nous détailler peut-être après, Oui, oui, mais sur les missions, on a plusieurs missions. Alors la principale reste que de collecter et de transfuser, mais il y a aussi des missions de recherche, de formation, qui sont inclus aussi dans nos missions à l'EFS. très bien. Alors, on va passer aux questions. Première question, alors, quelles sont les missions de l'EFS dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, la mission de l'EFS, c'est d'assurer l'autosuffisance en produits sanguins en France. À la première mission, voilà. C'est clair. Peut-être, voilà. Qu'il y ait personne qui manque d'une poche de produits sanguins, suite à un accident, ou une opération ou pour un traitement. Ensuite, ça va être de garantir, la sécurité de la collecte jusqu'à la transfusion. On garantit, la chaîne transfusionnelle OK. du parcours de la poche. Qu'il y ait aucun souci au moment de la transfusion et non, ni pour le donneur, ni pour le receveur. Mais voilà, on a aussi des missions de recherche qu'on connaît un peu moins. On a un des plus grands laboratoires d'ailleurs sur la recherche et on essaye, grâce à l'expertise, sur le sang, sur les cellules, de trouver, des traitements, de trouver des nouvelles technologies qui pourraient, aider à l'innovation. Voilà, et on a aussi des missions de formation où on aide, d'autres pays, on fait partager notre expertise sur d'autres pays sur le sujet, du sang. OK. Et est-ce que vous travaillez avec on va dire, les autres établissements du sang dans d'autres pays aussi? Oui, il y a des coopérations qui se fait. Alors chaque, pays a sa réglementation sur ça, mais ça se peut qu'il y ait des échanges, de bonnes pratiques. OK. Parce que voilà, je dis ça comme on est à Nice, peut-être avec l'Italie qui est juste à L'Italie? Ouais, ouais, ça peut. OK. On s'échange pas de poche, hein, mais on peut, s'échanger les bonnes pratiques et les procédures, en effet. Oui, voilà, parce que c'est la nation qui est responsable de ses poches. Enfin, on peut pas C'est ça. donner des poches d'une nation à l'autre. Exactement, c'est une question qui revenait souvent, quand il y a des guerres, quand il y a des besoins dans d'autres pays, qu'il y a des catastrophes. Est-ce que nous, on peut envoyer des poches? On peut faire des dons matériels, de produits, de matériel, mais on peut pas envoyer des poches parce que chaque pays a sa réglementation. OK, très bien. OK, ah oui, ça je savais pas du tout. Pour vous donner un exemple, pardon, parce que c'est dans l'actualité, mais quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a envoyé, du matériel, des camions de collecte. On se servait plus nous en France. Pour D'ac les aider, OK, ah oui, pour les aider. d'accord, oui, voilà, on essaie de jouer un rôle, mais Il y a une coopération, voilà, mais pas pour les poches de produits. alors moi, quand je suis allé faire, mon don, alors, je fais principalement du don du sang, mais, on m'a parlé aussi, voilà, à part celui du sang, il y a aussi le don de plaquettes et le don de plasma. Est-ce que vous pouvez détailler, on va dire brièvement les 3 types de dons? Oui. Alors déjà, quand on donne son sang, on fait un don de sang total, nous on appelle ça. Parce qu'en fait, les composants du sang, c'est des globules rouges, c'est du plasma et c'est des plaquettes et des globules blancs. Mais les globules blancs, on les donne pas, ils sont bons que pour nous. Ok. Donc on les met pas dans le système. Donc quand vous donnez votre sang, vous donnez ces 3 composants. Après, il y a des donneurs qui donnent que le plasma ou que les plaquettes, qu'un seul composant. L'avantage pour nous, si un donneur ne donne que ça, c'est qu'on va en prendre en plus grande quantité que dans la poche de sang. Parce que la poche de sang, il faut au maximum 480 millilitres. Et par exemple, il nous faut plusieurs poches de sang, il nous en faudrait 5 pour faire une poche de plaquettes transfusables, si tu veux. Parce qu'il y en a très peu dans la poche de sang. Des plaquettes, ça représente 1%. Donc un donneur qui va nous donner de suite que ses plaquettes ou que son plasma, on va directement avoir une poche sans devoir faire de mélange avec les globules, enfin, avec les poches de sang. D'accord. Ces 3 types de dons peuvent aller à 3 personnes différentes parce que la poche de sang va toujours séparer les éléments. La poche de sang, comme tu la donnes telle quelle, va pas être transfusée comme ça au patient. On va séparer, on va faire une poche qu'avec les globules rouges, une poche qu'avec le plasma, une poche qu'avec les plaquettes et donner au patient que ce qu'il a besoin. Les 3 dons sont importants, ils ont des durées de conservation différentes. Et les globules rouges, on va pouvoir les garder 42 jours. Le plasma, on peut le garder 1 an parce qu'on peut le congeler. Le plasma, c'est presque que de l'eau. C'est le liquide dans lequel baignent nos cellules. Et les plaquettes, elles sont très fragiles. Les plaquettes, on peut les garder qu'entre 5 et 7 jours. Ah oui, Donc voilà, on a des durées de conservation différentes, mais les 3 dons sont importants parce qu'on se sert des 3
pour différentes pathologies. Les globules rouges, ça va être plus pour quelqu'un qui fait une hémorragie, un accident de la route, une femme qui accouche, une hémorragie de la délivrance. Le plasma, ça va être plus pour des personnes qui ont des maladies auto-immunes ou les grands brûlés ou les hémophiles ou des maladies très rares, neurologiques. Et les plaquettes, ça sera surtout pour les personnes atteintes de cancer, de leucémie qui sont traitées par chimiothérapie. D'accord. Et donc comme il y a, on va dire, ce rapport, cette répartition qui est pas tout à fait égale dans le sang, la durée du don est pas forcément la même? Elle n'est pas forcément la même parce que sur le plasma et les plaquettes, on va trier pendant que tu es en train de faire ton don. Alors que sur le don de sang total, on prend ta poche et ensuite, c'est nous qui la trions une fois que tu as fini de donner. Là, sur les plaquettes et le plasma, ton sang va aller dans un séparateur de cellules, une machine d'aphérèse. Cette machine va garder ou que ton plasma ou que tes plaquettes et elle va te rendre tes globules rouges. Donc, c'est un cycle de 5 minutes où on te prélève, 5 minutes où on te restitue. 5 minutes on te prélève, 5 minutes on te restitue pour remplir la poche. Donc, le don de plasma va durer une quarantaine de minutes, entre 30 et 40 minutes. Là, le don de plaquettes va durer bien 1 heure, OK. contrairement au don de sang qui dure 10 minutes. Est-ce qu'il y en a un qui est plus populaire que les autres? Alors non, il y en a pas un qui est plus populaire que les autres, mais c'est vrai que quand on arrive, on est jeune, on n'a jamais fait de don, on va partir sur un don de sang. Parce que c'est le plus simple, c'est le plus rapide et c'est celui où il y a un peu le moins de contraintes. Et puis pas tout le monde peut donner son plasma ou ses plaquettes. Donc il faut avoir des belles veines pour pouvoir supporter le retour. Sur les plaquettes, il faut avoir le bon taux de plaquettes. Sur le plasma, il faut être énormément hydraté, il faut avoir beaucoup, beaucoup bu avant le jour du don. Parce que le plasma, comme je t'ai dit, c'est presque que de l'eau. Donc c'est vrai qu'en première intention, on pense au don de sang. Et il y a de plus en plus de besoins sur le don de plasma, parce que plus la recherche avance, plus on trouve des nouveaux traitements grâce au don de plasma, donc on nous en demande de plus en plus. Et les plaquettes qui sont hyper fragiles et un donneur de plaquettes, on sait que c'est dur à trouver, hein. Il faut qu'il soit disponible 1 heure en prélèvement, plus le parcours au moins 2 heures. Il faut qu'il ait des bonnes veines, il faut qu'il ait un bon taux de plaquettes. Donc c'est vrai qu'on n'en trouve pas tout le temps des donneurs de plaquettes. Donc ils sont aussi très rares et recherchés. Donc il n'y a pas de priorité par type de don et c'est surtout suivant les stocks. C'est le médecin qui va vous dire une fois que vous arrivez sur la maison du don: «Ah ben c'est vrai que là sur ton groupe sanguin, on a vraiment besoin des globules rouges, donc on reste sur le don de sang» ou «Bon, on est bien sur votre groupe sanguin, on peut partir sur un don de plasma pour tester». Donc ça va dépendre au jour le jour des stocks. Très bien, ah oui. Et selon vous, Mmh. quelles sont les raisons qui freinent les gens à ne pas donner, voire moins donner? Parce que voilà, je suis venu typiquement il y a 2 3 semaines avec des amis. On était 3, donc 2 à vouloir donner, moi et un ami. Moi, je pouvais pas parce que j'avais un petit mal de gorge, du coup, je pouvais pas donner, mais je donne lundi. OK. Heu et le troisième qui voulait pas donner, il nous a pas donné de réelle raison. Alors on demandait pas de justification, mais est-ce qu'il y a pas Des aussi, freines. ouais, qu'est-ce qui les freine? Est-ce que c'est la peur des aiguilles? Est-ce que c'est de dire: «Oui, ils vont prendre mon sang, je vais tomber dans les pommes», ou de se dire, Bah, c'est un peu de tout ça, je pense, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment des phobies de l'aiguille, mais alors on ne sait pas d'où ça vient cette phobie de l'aiguille. Peut-être une prise de sang qui s'est mal passée dans leur jeunesse. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'aiguille. Il y a beaucoup de gens qui se contre-indiquent eux-mêmes aussi. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le don de sang. On pense que parce qu'on est tatoué ou qu'on a fait un piercing, on peut plus jamais donner son sang de sa vie. On pense que parce que chez les jeunes, on fume un petit peu de temps en temps, bah, c'est une contre-indication. Alors que non, pas forcément. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des idées reçues sur le don. Et puis il y a cette peur, cette phobie, de voir son sang sortir de soi. Fois c'est des jeunes qui me disent ça: «Moi, je peux pas voir mon sang sortir de moi». Donc ils n'arrivent pas peut-être à passer outre. Alors on essaye, de les rassurer ou comme tu fais toi, on dit: «Venez accompagner, venez entre potes». Ça dédramatise un peu le truc, on s'entraide, on est plusieurs, donc on se motive. Mais je pense qu'il y a plein de petites choses qui font que, il y a des freins. Ça peut être des freins de temps, ça peut être des freins de méconnaissance du don, d'idées reçues ou simplement de peur, phobie du sang ou de l'aiguille. Et c'est possible aussi. et est-ce qu'il y a pas aussi, voilà, cet aspect, culturel, dans le sens où, si dans sa famille, on n'a jamais fait ou jamais parlé de don, l'enfant, bah, il aura jamais, on va dire, C'est de le l'intention. faire. Ça peut, mais moi, je suis un exemple que mes parents, ils ont jamais donné leur sang. Alors j'ai jamais trop su pourquoi, ils m'en ont jamais trop parlé. Pourtant, dès que la collecte de sang est venue dans mon lycée, à mes 18 ans, je suis allée donner parce que je trouvais ça normal de le faire. Parce que si un jour j'en ai besoin, je veux que
je veux avoir fait ma part, quoi. C'est Donc mais pourtant, je viens pas d'une famille où on donne, où les parents donnent, et cetera. Donc ça dépend. Mais je pense aussi, oui, que ça peut être une éducation. C'est pour ça qu'on dit souvent à la maison du don aux parents de venir avec les enfants. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une petite table avec des coloriages pour les faire patienter et en fait, pour qu'ils dédramatisent le truc et qu'ils se disent: «Bon, bah, c'est comme aller chez le dentiste, quoi». C'est un rendez-vous qu'on peut prendre mensuellement, et qu'on se dit: «Voilà, on a fait notre bonne action» et que si un jour on en a besoin, parce qu'on peut tous en avoir besoin, et ben, au moins on a participé à l'effort collectif. Après, je pense aussi qu'il y a une sorte d'amalgame, alors à tort ou à raison, Mmh. avec, don du sang et prise de sang. Habituellement, quand on va faire une prise de sang, donc on doit être, à jeun Argent. et il faut avoir bu beaucoup d'eau la veille. On va au laboratoire, on est accueilli par une personne et après on attend, il y a quelqu'un qui vient nous prélever et après on repart, C'est vrai. il y a un peu cet aspect Il y a un peu très ça aussi. cet Mmh. aspect très impersonnel, alors que dans la maison du don, enfin même quand on va faire son don, bah, on est accompagné, que ce soit par les gens de l'accueil, par le docteur, par la personne qui nous prélève, par la personne qui nous donne la collation et on peut très facilement parler à tout le monde. C'est vrai que ouais, il y a aussi cet amalgame, tu as raison. Il y en a beaucoup qui viennent pour le premier don à jeun, comme s'ils venaient pour faire une prise de sang, alors que, bah, non, il faut quand même avoir bien mangé et bien bu. La prise de sang, on prend 2 3 tubes, là, on prend une poche, donc si tu viens à jeun. Mais oui, il y a cet amalgame de la prise de sang, je vais voir quelqu'un, il m'a mal piqué. En plus, souvent, au labo, moi, ça m'est arrivé, c'est pas vraiment des infirmiers, hein, au labo qui nous font la prise de sang, c'est des techniciens de labo. Ah oui. C'est pas la même, formation. Donc c'est vrai que des fois, ils peuvent faire mal au labo où on peut ressortir avec un bleu et tout. Alors qu'aux dons du sang, c'est des infirmières formées qui font ça toute la journée. Il faut rassurer les jeunes en leur disant qu'il y a pas de souci, on va pas les charcuter, on doit pas absolument prendre un tube pour faire une prise de sang et que si ça marche pas, ben, on n'insiste pas, quoi. Et surtout, ouais, on est vraiment accompagné à la maison du don, on est vraiment accompagné, on peut discuter, vraiment, conseiller et s'il y a un problème, s'il y a une contradiction, bah, on revient plus tard parce qu'on sait que ce soit autant la vie du donneur que à qui on va transfuser, la poche, bah, il y a une vie en jeu, enfin des vies en jeu donc les gens sont là pour ça. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a un entretien médical qui est fait pour checker toutes, les conditions, autant pour le donneur que pour le receveur. Donc on prend bien soin de vous, de l'accueil jusqu'au départ et puis il y a la super collation, Ah bah, oui, négligeable, qu'il y a pas au labo. exactement, exactement, hein. On rêve tous de sa canette de coca et de son petit biscuit là. Son gâteau. Bah oui. Non. Alors on va passer à la deuxième partie, sur le don et sur, l'établissement français du sang. Première question, comment se passe un don? Donc dès qu'on arrive à la maison du don, comment ça se passe? Alors, de manière générale, on a 4 étapes avant, voilà, quand on vient donner son sang. Première étape, c'est l'accueil et l'inscription. Donc on vous inscrit sur un fichier. Il faut toujours avoir une pièce d'identité avec soi pour pouvoir checker que ce soit bien la bonne personne qu'on a en face avec, le dossier médical. Ensuite, on vous remet un questionnaire avec une quarantaine de questions qui portent sur les voyages, la vie perso, les médicaments, plein de choses. Donc il faut être très transparent, c'est vraiment pour la sécurité, du donneur et du receveur. Ensuite, deuxième étape, c'est l'entretien médical. On a un médecin qui nous reçoit ou une infirmière qui est formée aussi pour les entretiens médicaux, qui va revoir avec nous tout le questionnaire et qui va dire si oui ou non on est potentiellement éligible à donner son sang aujourd'hui et si on ne l'est pas, pourquoi et dans combien de temps on peut revenir. Si on est éligible, troisième étape, on passe au prélèvement. Donc le prélèvement, c'est un peu comme la prise de sang au labo, sauf que là on prend une poche, donc il faut être pas à jeun, il faut avoir bien mangé, bien bu. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Plus on est hydraté, plus c'est rapide. Et on est prélevé par une infirmière et l'infirmière reste avec nous le temps du don. Quatrième étape, la meilleure, c'est la collation, la pause, où là, on va vérifier pendant une vingtaine de minutes si le don s'est bien déroulé, si on supporte bien, si on fait pas une baisse de tension. Et on va vous proposer à boire, à manger, pour bien récupérer, et être en forme pour repartir. Et le don de sang, ça vous empêche pas de retourner à l'école, de retourner au travail. C'est quelque chose qui peut s'inscrire, dans la journée, quotidienne, quoi, voilà. Il faut juste pas faire de sport 24 heures après le don. Donc le jour du don, on essaye de pas faire une grosse activité sportive et on se repose. Donc tout ce parcours dure environ 60 minutes, ça peut être 45 si on est un habitué. Mais en gros, pour un premier don, il faut bien, prendre 1 heure de son temps. Très bien. Voilà comment ça se passe.
Après, 2 choses à dire peut-être qui sont importantes. Si on se sent mal après le don, ne pas hésiter à revenir, vers vous, Oui, on vous met vous avez une petite, je sais pas comment on appelle ça, un petit carnet avec un numéro. Une fois que le don est terminé, si jamais dans les 15 jours, on ne se sent pas bien, on peut téléphoner à ce numéro parce qu'on va voir avec vous si vous êtes tombé malade ou s'il y a eu un souci et vous faire revenir au cas où. mmh. Après je rassure tout le monde sur le questionnaire. Il y a un peu des questions bizarres. Une question, olé olé. Non, il y a des questions bizarres. Est-ce que vous étiez en Colombie entre 72 et 75? Alors moi, je suis né en 98, donc c'est un peu J'y étais pas. c'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est vraiment pour la sécurité de tout le monde parce que, bah, il y avait des maladies et donc du coup, on prend pas de risques. Oui. C'est vraiment histoire de pas prendre de risques. Voilà, on prend soin de soi avant de prendre soin des autres. Après même la contre-indication peut venir aussi, du fait de l'actualité. Alors je sais qu'une fois, j'avais essayé de donner à Lyon, c'était en 2019 ou 2020 et on m'avait dit que je pouvais pas donner parce que, j'étais allé, il y a quelques semaines auparavant au Maroc et comme il y avait eu, des cas, des pathologies au Maroc, bah, je pouvais pas donner mon sang. Donc c'est aussi relatif à l'actualité. Oui, il y a des conditions, ouais, liées au voyage, surtout sur les moustiques, les épidémies de chikungunya, de West Nile virus, de dengue. Bon, il y en a un peu partout, il y en a pas que dans les autres pays, il y en a aussi en France. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un, qui était venu une fois en été, je crois, et elle avait séjourné, en Italie, à la frontière, hein, parce que nous on habite à Nice, donc du coup, et du coup elle avait été contre-indiquée parce qu'en ce moment-là à ce moment-là en Italie, il y avait une épidémie, de West Nile virus. Donc ça peut, mais c'est souvent, juste temporaire. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir redonner. C'est pas forcément définitif. Très bien. On va parler un peu plus de l'établissement français du sang. Alors depuis quand ça existe, l'établissement français du sang? Donc on a dit que ça fêtait ses 25 ans et Oui, d'où ça vient? ça existe l'EFS depuis le 1er janvier 2000, donc c'est pour ça que là, on est sur nos 25 ans. Ça c'est assez jeune comme entreprise, comme service public. En fait, l'EFS, c'est un service public, hein, qu'on se le dise. On dépend du ministère de la santé et des solidarités. Mais on n'est pas fonctionnaire, mes collaborateurs. C'est un peu comme France Travail, en gros. Voilà, on est de droit privé. Hem, L'EFS a été créé après les années 80-90. C'était encore d On appelait ça des CTS, des centres de transfusion sanguine, et chaque région avait un peu, sa façon de faire. En gros, c'était pas uniformisé. Donc c'est pour ça que l'EFS a été créé après les années 90, pour vraiment uniformiser et garantir une sécurité transfusionnelle. Voilà, c'était vraiment pour que tout le monde s'harmonise et qu'il y ait qu'une instance nationale qui dirige, tout ça, la collecte et la transfusion. Et c'est une instance politique? C'est le président qui a décidé ça ou c'est, d'un commun accord, tout le monde a Un commun d'accord, toutes les parties prenantes avec, le ministre de la santé, a été OK pour, du coup créer, l'établissement français du sang. Ça a été vraiment un commun accord avec toutes les parties prenantes. Pour uniformiser et pour nationaliser, et augmenter un peu la sécurité, au transfusionnelle, et que tout le monde ait les mêmes procédures et que tout le monde aille dans le même sens. d'accord. Ah oui, moi je savais Et pas du tout. c'est pour ça que c'est assez jeune parce que dans les années quat en fait, ça existe depuis la nuit des temps, en fait, hein, je crois que la une des premières transfusions, ça devait être dans le 16e ou 17e siècle. Bon, ça existait pas, il y avait pas encore, des groupes sanguins et tout ça, ça a été découvert plus tard. Mais du coup, dans les années 80-90, c'était un peu tout le monde à sa sauce. Dans chaque région, il y avait un CTS, un centre de transfusion sanguine. Après, il y a eu le centre de transfusion national, mais c'était pas encore, super au point. C'est pour ça que dans les années 2000, tout le monde s'est retrouvé autour d'une table et ils ont décidé de créer, l'établissement français du sang. Ah bah, c'est quand même bien, hein, c'est de vouloir uniformiser tout ça, on va pas se mentir. C'est ça. Il y a eu en fait, il y a eu des étapes, hein. Il y a eu, dans les années 80-90, il y a même eu des problèmes au niveau de les transfusions parce que c'était un peu aussi l'année où il y avait le sida. Et donc il y a eu des petits soucis, ce qui fait que ça a un peu accéléré le fait qu'on crée, l'EFS. Mmh. Et est-ce qu'il y a de nouveaux centres qui émergent ou est-ce que, on va dire tous les centres, les anciens centres se sont on va dire, ont été, Tout a tentés été de na Ouais, non, tout a été nationalisé. On n'a qu'un seul, fichier commun que tu donnes à Lyon, à Nice ou à Paris. Bah, ton fichier te suit et c'est commun, donc c'est national. Donc plus personne a sa façon de faire. On a tous des procédures. OK. On suit, à la lettre. Et est-ce qu'il y a des nouvelles maisons du don qui émergent de l'EFS, chaque année ou? Ah oui, ça oui, c'est vraiment, la stratégie, c'est qu'il y en ait de plus en plus, qu'on puisse être au plus proche des donneurs.
Ça, c'est vraiment, un des premiers freins qui nous ressort souvent de la part des jeunes qui nous disent: «Bah, ouais, mais moi, j'ai pas le temps d'aller à Nice», surtout pour des personnes qui sont hors les grandes villes, vous voyez? Qui habitent assez éloignées, comme nous, si on prend les Alpes-Maritimes, tu habites à Cannes, tu fais tes études à Cannes, aller à Nice, voilà, avec les heures de pointe, les bouchons, tout ça. Donc on essaye, ouais, ouais, d'être au plus proche des donneurs et d'essayer d'ouvrir à chaque année des nouvelles maisons du don. Pour notre région PACA, on en ouvre une, l'année prochaine à Aubagne. Ah d'accord, ah oui! Voilà, c'est petit à petit, hein. C'est vrai qu'on peut pas en ouvrir, toutes les années 2-3. Mmh. Donc c'est vraiment petit à petit, ça coûte quand même pas mal d'argent et de temps. Donc ça sera Aubagne pour notre région l'année prochaine. Ouais, ça se comprend. J'avais vu, alors en allant sur le site de l'EFS, que si la maison du don de notre ville n'avait pas forcément de rendez-vous, de créneau qui nous correspondait, on pouvait aller dans les hôpitaux. J'ai vu qu'il y avait certains hôpitaux qui pouvaient le faire, est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai, tu te trompes. En fait, c'est juste qu'on a en plus des maisons du don fixes comme à Nice, qui est ouvert tous les jours toute l'année, on a des collectes mobiles qui, OK. elles, se déplacent. Donc dans les hôpitaux, tu as dû sûrement voir qu'il y avait une collecte mobile ce jour-là. Mais en fait, chaque jour, elle change d'endroit. Et par exemple, pour nous, notre région PACA, notre département 06, les collectes mobiles, elles sont basées à Saint-Laurent-du-Var, leur dépôt, et chaque jour, elles changent d'endroit et elles vont de Saint-Raphaël jusqu'à Menton. Et ça change au fur et à mesure. Elles vont dans les communes là où on les reçoit, dans les salles communales, dans les lycées, dans les facs, dans des grandes entreprises, ça dépend, dans les hôpitaux, on va un peu partout. Donc on essaye aussi avec les collectes mobiles d'être plus proche des donneurs. Mais c'est vrai que par exemple, avant, on avait des camions de prélèvement, je sais pas si tu as connu ça? Des camions qui s'installent dans un parking et on peut aller donner, très facilement comme ça. Et malheureusement, c'est vrai que depuis le covid, on n'a plus du tout, nous, le camion dans le 06. Et donc du coup, maintenant, on est obligé de s'installer dans des salles, ce qui complique un peu, les choses en termes de mobile. On peut plus aller vraiment, sur le parking de Carrefour, par exemple. Mmh. On est obligé de trouver une salle qui nous accueille autour. Et c'est pour des raisons logistiques, des raisons sanitaires ou complètement autre chose? Alors, pendant le covid, c'était vraiment sanitaire, hein, c'était vraiment trop petit, le camion de prélèvement. Il y avait pas du tout les distances, de sécurité, c'était vraiment, vraiment très petit. Le médecin avait un petit bureau comme ça. Il y avait 2 petits lits, une petite collation, tu étais limite dans le prélèvement. Ah, c'est l'angoisse. C'était même pas hyper confortable du coup pour, les collaborateurs, quoi, et donc c'est vrai qu'ils se sont habitués comme ça pendant le covid à plus du tout avoir ce camion de prélèvement. Donc ça a été une volonté, de l'enlever, une volonté de notre département. Il était assez vieillissant le nôtre, je me souviens. Il coûtait très cher en réparation et donc c'était pas forcément, très opportun de le faire réparer à chaque fois. Donc mais il y a d'autres régions qui en ont encore et que ça marche très bien, hein, parce qu'ils sont assez modernes et que, bah, ils ont entretenu comme il fallait, quoi. En parlant de donneur, alors qui peut donner son sang? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, Est-ce qu'il y a une enfin, comment on sait si on est vraiment éligible ou pas? Alors, comment on sait si on est éligible ou pas? Bah, il faut tenter l'expérience. Il faut aller, dans une collecte ou dans une maison du don. Mais en gros, les conditions principales, ça va être avoir entre 18 et 70 ans pour l'âge. Il y a une question de poids minimum. Il faut au minimum peser 50 kilos. On peut pas vous prendre si on pèse moins de 50. Peu importe le sexe? Peu importe le sexe, homme ou femme, c'est 50 kilos minimum parce qu'on est obligé de remplir la poche qui fait entre 450 et 480 millilitres. Et la loi nous dit qu'on doit prendre moins de 10 du volume sanguin total. Donc si la personne fait moins de 50 kilos, ça marche pas. D'ac Il faut pas avoir fait des tatouages, piercings dans les 4 derniers mois, mais ça évolue parce qu'à partir de septembre, on va passer à 2 mois pour le tatouage piercing. Donc je trouve que c'est pas mal ça pour les jeunes. Heu, il faut pas, avoir été malade dans les 15 derniers jours avec prise d'antibiotiques ou anti-inflammatoires. Faut être en forme et en bonne santé. Mais voilà, après on creuse, quand même un peu plus loin sur tout ce qui est traitement, sur, tout ce qui est vie, avec son partenaire, tout ça. Mais, en gros, voilà. Il faut retenir entre 18 et 70 ans, 50 kilos minimum, en forme, en bonne santé. Mmh. Et après on teste, on va un peu plus loin en se présentant sur une collecte. Je sais qu'il y a un quiz sur votre site, Oui, qui est internet. pas mal fait. Il y a un quiz sur le site ou sur l'appli avec, les 10 principales contre-indications et ça vous dit si c'est la peine de vous déplacer ou pas. Ça, c'est vraiment pas mal, si on veut pas se déplacer pour rien. Mmh. Bah, surtout si on vient d'une grande ville, enfin Surtout si on vient de loin. Ouais, voilà, c'est ça. Vaut mieux passer quand même par le quiz, en amont. Mmh. alors on va passer sur la troisième partie sur la crise et l'avancée du don au cours des années. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler de la crise de dons à laquelle l'EFS doit faire face? Donc, comme on en a parlé au début, qu'il y avait une déficience dans certaines régions.
Depuis quand, c'est véritablement marqué et quelles sont les actions que vous amenez pour lutter contre ça? Bah, je pense que ça vient quand même vachement depuis le covid. J'ai eu l'impression que ça s'est vraiment marqué à partir de cette période-là. Pendant le covid, on a beaucoup moins transfusé. On nous a beaucoup moins demandé des poches dans les hôpitaux. Tout ce qui pouvait être reprogrammé était reprogrammé. Les opérations non urgentes et cetera, donc on nous a demandé beaucoup moins de poches, mais quand même on a eu beaucoup plus de donneurs, on a remarqué, parce que, bah, c'était autorisé de sortir pour donner son sang. Donc du coup, comme que demande, on s'en avait non. Ouais, on avait pas mal de monde qui venait, pour faire la petite sortie. Donc je pense quand même que depuis le covid, les personnes ont bah, il y a eu un changement même dans la vie de tous les jours, où on s'est posé un peu plus de questions sur notre santé, et donc est-ce que c'était bien pour nous d'aller donner? Est-ce que ça nous faisait pas du mal? Enfin, il y a eu plein de petites remises en question, sur le vaccin. Est-ce que, il faut être vacciné pour donner son sang? Alors que non, pas du tout. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui font que peut-être les gens, ils ont un peu perdu confiance au système sanitaire, je pense. À la santé qui voulaient plus voir les hôpitaux. Enfin, c'est vrai que je sais p toi, tu es venu dans la maison du don, donc tu as vu que c'était pas du tout, comme dans un hôpital, tu vois? On a essayé de faire comme une maison, C'est trop avec cool. c'était un peu chaleureux et tout. Mais bon, il y a des gens qui se posent encore des questions et qui ont un peu, la crainte, voilà, de ce milieu-là. Donc je pense que ça vient de ça. Puis comme, je t'avais dit au début aussi, côté, transfusion dans les hôpitaux et tout, depuis, bah, ils ont fait vachement d'efforts aussi sur, le gaspillage des produits sanguins. Par exemple, avant, ils pouvaient commander avant une opération, où il y avait un risque hémorragique important, peut-être qu'ils commandaient 5 poches et qu'ils se servaient que de 3 et que les 2 autres, une fois qu'elles étaient sorties, beh, poubelle. Et donc il y a eu un gros travail sur ça, du côté des hôpitaux pour vraiment avoir la meilleure prescription possible en termes de poches et de pas faire de gaspillage et que s'il y a besoin de 2 poches, et beh, on commande que 2 poches, quoi. Et du coup, avant l'opération, ben, on à la personne qui va se faire opérer, on fait en sorte qu'elle soit pas anémiée, donc il y a un travail en fait sur, l'avant-opération, pendant l'opération et après opération pour que la personne ait le moins possible besoin de produits sanguins, quoi. L'anémie, c'est un déficit en globules rouges, si je dis pas de bêtises? Oui, l'anémie, c'est ça, c'est un déficit en globules rouges. Ouais. C'est quand on manque de fer. Ah oui, OK. Ah oui, qui vient de se fixer, je me rappelle de Fixé sur les globules. les cours d'SVT, quel traumatisme. Le Les cours d'SVT au collège, on apprend, les pose des trucs sanguins. Exactement. Bah, donc oui, il y a ce gain en optimisation et en parlant d'optimisation, on sait qu'on peut pas donner, toutes les semaines. C'est quoi la durée minimale entre 2 dons? Entre 2 dons de sang, ça va être 8 semaines. On OK, peut faire, un don tous les 2 mois. Alors c'est pas pareil pour les hommes et pour les femmes. Un homme, il peut donner 6 fois sur 12 mois et une femme, elle peut donner un peu moins, elle peut donner que 4 fois. Parce que, d'accord. une femme, elle refait moins vite son hémoglobine, elle est plus souvent anémiée, puisqu'elle perd du sang tous les mois, donc on peut donner un peu moins souvent que les hommes. Après ça dépend du type de don. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait d'autres dons, le plasma ou les plaquettes. Donc, si on donne son sang, pour donner son plasma, on n'est pas obligé d'attendre 2 mois, on peut attendre que 15 jours. Parce que le plasma se régénère hyper vite après un don de sang, en buvant, vu que c'est presque que de l'eau. Et pour le don de plaquettes, on peut donner tous les mois. D'accord. Donc il y a qu'à attendre un mois entre 2 dons. Donc 2 mois pour le sang, 1 mois pour les plaquettes et 15 jours pour le plasma. Ah oui. Donc en un mois, on peut donner, on peut faire au moins, plusieurs dons. Ça En va être 1 mois, si on donne son plasma, on peut faire, 2 dons, ouais. c'est Ou on peut donner son sang et son plasma. oui, Ouais. c'est pas mal ça. OK, oui, mais après bon, il faut avoir le temps. Mais Faut avoir le temps, c'est ça. Mais on a des donneurs réguliers, j'en connais un sur la maison du don, qui donne que son plasma et on le voit tous les 15 jours. Il repart pas sans avoir pas posé son rendez-vous. non, mais c'est sympa. En plus, enfin, surtout, l'acte citoyen, même s'il prend, 1 heure et demie, on sait qu'on a fait quelque chose d'utile pour la société, Ah, au lieu de scroller sur TikTok, toute la sainte journée. ça, souvent, on nous dit: «Ah, on n'a pas le temps et tout». Combien de temps on passe sur les réseaux sociaux, sur notre téléphone, alors que bon, ça prend 1 heure, quoi. Donc c'est juste un problème d'organisation, je pense. Il faut se le noter dans l'agenda comme un rendez-vous, qu'on noterait, important, quoi.
Des fois, ce que j'apprécie, c'est que la maison du don m'appelle, Mmh. après, 2 ou 3 mois pour me dire: «Bah, votre don remonte à 2 3 mois, est-ce que vous voulez redonner?» Bah, je dis: «Bah oui, direct», mais c'est vrai que Ouais, ouais. j'oublie, Le fait qu'il rappelle, c'est bien. le fait qu'il rappelle, c'est Beh, ouais. c'est vraiment C'est vrai bien. qu'une fois que vous êtes rentrés dans le fichier, bah, nous, tous les mois, toutes les semaines, on a, les donneurs à rappeler qui sont de nouveau éligibles. Donc après, c'est à voir avec le donneur au moment de l'inscription. S'il veut pas être rappelé, il y a le mailing aussi, on peut envoyer des mails. Maintenant, si on télécharge l'application, vous avez même des petites notifications qui peuvent se mettre dès que vous êtes de nouveau éligible. Donc ça, c'est suivant la préférence du donneur, mais c'est vrai qu'une fois rentré dans notre base, on vous lâche pas. Ah ouais, non, c'est pas mais c'est sûr, surtout avec la crise, c'est Et normal. et puis aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais à cause de la limitage, on a, 170 000 personnes à peu près qui sortent des fichiers chaque année à cause de la limite d'âge des 70 ans. Et c'est vrai que sur la fin, à partir de 62-65, si on est toujours en bonne forme, en bonne santé et cetera, ben, on donne énormément parce qu'on est à la retraite, on n'a plus trop de contraintes liées au travail, tout ça. Donc du coup, c'était quand même des personnes qui donnaient beaucoup et à cause de la limite d'âge, bah, ils sortent des fichiers. Donc il faut qu'on puisse les remplacer, par des jeunes donneurs. Mmh. Et quand vous faites vos récoltes mobiles, vous déplacez aussi bien dans les entreprises que dans les écoles, que n'importe quoi sur le Partout où on nous accueille, on se déplace. OK. Après, il y a des contraintes, organisationnelles, hein. Il faut quand même, faut que quand même qu'il y ait au moins 200-300 collaborateurs sur site ou 200-300 étudiants sur site. Mmh. Parce qu'en fait, si tu enlèves le pourcentage de gens qui vont pas pouvoir donner parce qu'ils sont contre-indiqués, ceux qui seront pas là le jour de la collecte, ceux qui ont peur des aiguilles qui donneront pas, beh, à la fin, il va nous rester une cinquantaine de poches, hein, sur 200. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on se déplace que si vraiment on sait qu'il y a le potentiel. Il faut qu'on puisse avoir, aussi, la salle disponible, hein. Il faut qu'il y ait une salle au moins de 70 m². Il faut qu'il y ait un point d'eau pour les infirmières sur place. Il faut que ce soit en rez-de-chaussée pour pouvoir, déposer le matériel facilement. Il faut qu'on puisse stationner notre camion où il y a tout le matos. Donc, pas on peut pas se déplacer non plus, f comme ça du jour au lendemain. Il faut que ce soit prévu et qu'on qualifie les salles où on peut se déplacer. Donc vaut mieux si on par exemple, on a un groupe de collègues, on va dire, 5, entre 5 et une dizaine, vaut mieux directement venir à la maison du don, Oui, vraiment tout ce qui est PME, agence où on est une vingtaine, une trentaine, je conseille de faire, entre midi et 2 sur la pause méridienne ou après le boulot si on finit un peu tôt, de se motiver à plusieurs. En plus avec la maison du don du coup pour pallier un peu, bah, ce manque de camions, hein, qui se déplacent plus, et puis les collectes mobiles qui se déplacent mais qui est prévu longtemps à l'avance, on a fait un système de navette. Donc on a une petite navette de 7 places à la maison du don et avec les entreprises un peu proches qui sont à 30 minutes max en voiture pour pas perdre trop de temps dans les transports, on va chercher les gens, on les amène donner et ensuite on les ramène sur le lieu de travail. mais c'est trop Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se faire, régulièrement, 1 fois tous les 2-3 mois, se dire que, beh, la pause déj, on la fait au don du sang entre collègues, quoi. mais c'est trop bien. Bah, c'est trop Ouais. bien. En plus, je sais qu'aussi, vous faites, alors je sais pas si c'est à toutes les maisons du don, mais en tout cas à celle de Nice, la possibilité, si on vient en voiture, d'avoir, le petit, enfin le parking gratuit. Ticket parking, oui. Oui, oui, ça, c'est quand on a déménagé. Avant, on était sur TNL. Après, on est passé, 3 rue Galéan et on s'est dit: «Ouh là là, les donneurs, ils vont on va les amener dans le centre-ville, il y a pas de parking, ça va être une galère». Donc on a mis en place, ouais, le défraiement, alors le défraiement kilométrique pour ceux qui arrivent, qui sont loin, qui sont à plus de 25 kilomètres et qui ont pas une collecte, proche de chez eux. On fait un défraiement kilométrique, péage, tout ça et en plus aussi, on facilite le fait de pouvoir se stationner, proche de la maison du don parce qu'on prend en charge le parking, le temps du don. Non, mais c'est vraiment bien, hein. On fait en sorte que vous ayez pas à payer pour venir, voilà. Je vais faire mes courses, je reviens et après je reviens jamais au Vous pouvez. juste le ticket. Heu, on va parler un peu plus de la vie du don. Donc on dit qu'il allait y avoir enfin que le don, il pouvait avoir plusieurs vies, dès que ça sort de nous en fait, hein. Ça Oui. peut être Un don, 3 vies, on dit. exactement. Donc il y a les futures applications, donc ça peut être, de la recherche, directement utilisée, dans le médical pour sauver des vies. Est-ce qu'il y a d'autres applications? Alors non, alors oui, quand on donne son sang déjà, on sauve 3 vies parce qu'on a 3 composants comme on l'a dit au début. Le plasma, les globules rouges, les plaquettes qui peuvent aller à 3 personnes différentes, d'où le 3 vies et quand, on vous prélève, c'est soit pour un patient, un malade, un accidenté, si tout va bien, une fois qu'on a analysé votre sang, soit ça peut être pour du non thérapeutique.
Et encore, là, on en fait un peu de moins en moins, mais ça peut, être pour la recherche, pour les écoles, pour s'entraîner, pour faire des réactifs. Donc on peut s'en servir sur du non thérapeutique, mais c'est quelque chose qui est demandé à la fin du questionnaire ou pendant l'entretien médical, si c'est OK ou pas pour le donneur. Que si on peut pas en priorité, c'est pour le patient et si on peut pas pour le patient parce qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que au lieu de le détruire, c'est OK pour la recherche? OK, très bien. Mmh. Ah oui, non. Donc ouais, il y a d'autres vies parce que moi je me disais à chaque fois: «Bah, il va servir à faire de la transfusion», mais non, en fait, il y a d'autres choses, il faut faire d'autres choses avec Bah, le ouais, sang. en fait, c'est vrai que je trouve qu'on parle pas assez, tu vois, de ça, de après le don. Qu'est-ce qu'elle devient la poche? Parce que ouais, c'est un peu opaque, Si enfin, c'est tu pas opaque, mais on n'en Ouais, parle pas. Mmh. on en parle pas. Lundi, si tu viens à la maison du don, je te montre un peu le parcours de la poche. Ah bah, C'est envoyé tous les soirs, on a un coursier qui vient les chercher. Les tubes, on les envoie au labo. Les poches, on les envoie en prépa. La prépa, c'est là où on va séparer les éléments. On va faire une poche qu'avec les globules, qu'avec le plasma, qu'avec les plaquettes. En attendant, le labo, il marche 24 heures sur 24 pour tester le groupe sanguin, pour tester qu'il y ait aucune maladie transmissible par le sang et pour garder une trace du donneur. Et tant que nous, on n'a pas le retour du labo, bah, la poche, elle reste en préparation et dès que le labo nous dit: «Bon, ben, voilà, cette poche, tout est OK, c'est du A, c'est du O, c'est du B», on étiquette et puis après, c'est directement distribué dans les hôpitaux qui nous les demandent. et donc la chaîne, elle est ultra cadencée, même si la durée de vie de la poche, elle est assez limitée dépendant de ce qu'on fait comme don, heu, C'est très rapide. comme c'est très rapide, en fait, on perd le moins de temps possible. Exactement. On essaye d'avoir le moins de stock possible, on essaye que ça aille très, très vite, hein. Le labo, il marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et beh, du Il est où coup le labo? Dans la pour nous, pour notre région à nous, il est à Montpellier. Ah oui, donc les poches, elles doivent aller jusqu'à Alors pas les poches, les tubes. ah les tubes, ah oui, c'est les tubes de test? C'est ça? Ouais, tu sais, quand tu donnes, avant que de remplir Hop, ta poche, elle te prend 2-3 tubes, l'infirmière. d'accord. Ben ces tubes-là, eux, ils sont envoyés en QBD à Montpellier, donc c'est notre labo qui teste pour voir si tout va bien et pour voir le groupe sanguin. Vu que c'est anonyme le don de sang, on l'a pas dit au début, mais c'est anonyme, il y aura plus ton nom, prénom et tout sur, la poche, donc ce sera un numéro, faut qu'on puisse, suivre, avoir une trace. Donc au labo les tubes et en prépa et pour nous la prépa elle est à Marseille. Elles vont à Marseille pour être séparées avec les différents éléments. OK. Ah oui, Et donc après ça repart, bah, dans les hôpitaux de la région. oh, ah OK. Ah oui, c'est ah oui, la chaîne, La elle est chaîne est elle me c'est mais bien tracée, mais très bien condensée. Mais du coup, entre le temps où on envoie, les flacons de test et le temps où on a la réponse, enfin si, pour dire que la très poche est en fait rapide. Ouais, je crois que c'est dans les 48 heures. ah oui, donc c'est vraiment ultra rapide. Mmh. On va passer à la dernière partie, donc sur plus l'aspect du point de vue du donneur. Alors la première question, que se peut se poser un donneur, est-ce que c'est important de connaître, son groupe sanguin? Non, c'est pas important de le connaître, c'est bien de le connaître, mais c'est pas une obligation avant de faire un don. On peut arriver sans connaître son groupe sanguin. Dans tous les cas, nous, on va le tester. OK. Quand on vous prend un tube, on va tester votre groupe sanguin. C'est une bonne occasion de le connaître, en tout cas. Si la personne veut le savoir, c'est bien de venir faire un don de sang. Au bout du deuxième don, vous avez votre groupe sanguin. Parce que la loi dit qu'il faut, pour établir un groupage sanguin, il faut qu'il y ait eu 2 prélèvements à 2 heures différentes par 2 personnes différentes. Et nous, on ne peut pas vous piquer 2 fois. Donc du coup, au deuxième don, au premier don, on connaît votre groupe sanguin, mais on ne peut pas vous le dire. Et dès que vous revenez au deuxième don, c'est marqué sur votre fiche de prélèvement et là, on peut vous le dire. Mmh. Et parce que j'ai des amis qui me disent: «Oui, c'est pas important». Je me dis: «Mais si un jour, tu vas à l'hôpital et on te fait une transfusion, et que tu connais pas ton groupe sanguin, est-ce que voilà, On va regarder avant de vous transfuser parce que ça peut être très, très long. tu es blé? Non, on va mettre 0, en fait, on a que ça. Désolé». Dans tous les cas, le O négatif et il peut être transfusé à tout le monde. Donc dans l'urgence, quand il y a besoin d'une transfusion, dans l'urgence, urgence, urgence, sans avoir le temps de faire quoi que ce soit, on va vous transfuser du O négatif et on sait que ça passe. O négatif, c'est AB, donneur universel et c'est le AB donneur, ouais et AB, receveur universel. Et après, une fois qu'on a le temps que vous êtes stabilisé, là, on peut regarder votre groupe sanguin très rapidement et pour vous donner la meilleure poche, pour la mmh, transfusion. et est-ce qu'on a une carence en un certain groupe précis, En ce moment, on manque de O négatif et de B négatif. Là, sur cette semaine, sur les dernières semaines, on a eu une carence en O négatif, mais parce qu'en fait, on s'en sert énormément du O négatif. Il y a pas trop de stock dessus. Nous, chez nous, on parle en jour de stock.
pour pour parer à toute éventualité, par groupe sanguin, il faut qu'on ait 15 jours de stock. C'est-à-dire 15 jours, il faut que demain, si on arrête de prélever, on puisse tenir 15 jours. Et là, on était, à 6 ou 7 jours dans le O négatif. Pas ouf. Ah oui, c'est pas et normalement, ça doit être à combien? À 15. Pour qu'on soit bien, il faut que ce soit à 15 jours. Ah Ouais. oui. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que le O négatif, alors je me rappelle de mes vagues cours d'SVT, comme c'est un allèle récessif et qui du coup, il faut que nos 2 parents, aient l'allèle O pour qu'on soit O aussi, est-ce que c'est comme c'est un groupe assez rare, on a moins de stock là-dessus? Oui, 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 c'est vrai que ça joue ça sur, le si c'est rare ou pas dans la population française. Le O négatif, il y en a pas énormément, tu as raison. Les plus répandus en France, ça va être le O positif et le A positif, je crois. Après le plus rare, c'est le AB négatif. Je crois que là, il y a que 4 de la population qui a J'ai AB. trouvé. Faut les trouver. Par contre, tu vois, quand on a dit le O négatif, il est donneur universel, le AB, il est receveur. Ça, pour le plasma, pour le don de plasma, le schéma, il s'inverse et ça devient le AB qui est donneur universel. Donc du coup, vu qu'il y en a pas beaucoup et c'est trop dur d'en trouver et que dès qu'on a un donneur AB, beh, forcément, on va essayer de le convaincre de donner en plasma. Ah oui, OK. Plus qu'en Ouais, plus qu'en globule rouge, parce qu'en globule rouge, on s'en sert pas énormément du AB. Parce qu'on peut tout lui donner. ouais. Puisqu'il y en a pas beaucoup. Mais oui, tu as raison, ouais, ça les groupes sanguins, oui, c'est en suivant, de la population française. Mais par exemple, si parce qu'il y a des groupes sanguins rares aussi, on n'en parle pas souvent. En fait, si tu veux, après le O, AB, la lettre et le résus, positif ou négatif, il y a encore des chiffres et des Pas lettres. les inquisiennes, Ouais, on appelle ça alors attends, il y a le groupe, le résus, j'ai plus le mot, mais en fait, si on prend tous les groupes sanguins en France, il en existe à peu près 300-350 de différents. ah oui, Si on fait à la lettre près, après le plus et le moins. d'accord. Donc il y en a qui ont, ce plus après le plus et le moins là, la série de lettres et de chiffres, qui est très, très rare, qui concerne une personne sur 1000 et donc souvent on dit que c'est enfin avec les recherches qui ont été faites, c'est souvent des personnes qui ont des origines d'Afrique subsaharienne, des Comores, des Antilles, de l'océan Indien. Donc toutes ces personnes-là, on a remarqué qu'en France, elles ont des fois un groupe sanguin rare qui est très recherché et en fait, si tu veux, au niveau du patient, à force de lui donner du O négatif et cetera, ça va moins bien le soigner que si on avait vraiment le même groupe sanguin à la lettre près. Ah Donc c'est pour ça qu'il faut que tout le monde donne, il faut qu'il y ait une diversité culturelle dans nos donneurs pour pouvoir soigner, au mieux les patients. Mais par exemple, si nous, moi je suis O positive, demain je vais vivre en Chine par exemple, je sais qu'en Chine, il y a pas beaucoup de O, il y a presque que des B. que des B? Donc ouais, donc ce serait peut-être moi qui serais, groupe sanguin rare quoi, en Chine. Alors qu'en France, pas du tout. Oui, en Chine, oui, il y a pas trop de O et je crois même que si je me dis pas de bêtises, il y a des expats français qui vivent en Chine et qui ont créé une association de donneurs de sang O. Comme ça, si jamais il leur arrive quelque chose, Ah pour qu'ils OK. puissent être transfusés. Ouais, parce que ça serait la galère, c'est dire: «Bon, bah, il y a personne qui peut me transfuser, bon, bah, adieu la vie, hein, Beh, ouais, c'était non, mais en fait, ça, on n'y pense pas, hein. Je sais quand on est jeune, on veut aller vivre, en Australie, aux États-Unis, mais il faut regarder ça. Il faut regarder si les gens, ils ont le même groupe sanguin que nous au cas où qu'il nous arrive quelque chose. ouais, c'est vrai que après voilà, moi je pense rarement à me faire une hémorragie en pleines vacances. J'essaie d'éviter, hein. Mais après voilà, je peut-être c'était il y a peut-être que moi, hein, et j'essaie d'éviter de me couper, On sait jamais, un accident, ça m'est arrivé, de toute façon, mmh donc c'est important. Tu as raison, c'est important de connaître son groupe sanguin quand même. Donc venez donner votre sang pour le connaître. et quel type de don est entre guillemets «le plus adapté» pour les jeunes, concernant les contraintes des jeunes? Voilà, je dis n'importe quoi, ils ont les cours, ils ont un boulot à côté, ils ont autre chose. Est-ce qu'il y a un des 3 dons qui est plus adapté que l'autre? Je crois pas. Si on parle en termes de durée parce qu'ils ont pas trop le temps et tout, ça va être le don de sang. Mais par exemple, si c'est un jeune et qu'il est hyper sportif, il est en STAPS, il fait du sport tous les jours, il a besoin de ses globules rouges et tout parce qu'il fait des compètes, bah, là, on va lui dire de donner plutôt son plasma. Parce que comme ça, on lui prend que de l'eau et qu'il va se réhydrater très rapidement. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment, de dons plus adaptés pour les jeunes. En première intention, qu'ils donnent leur sang pour découvrir, pour voir un peu comment ça se passe et puis après, s'ils arrivent à se trouver un peu plus de temps, qu'ils passent, au don de plasma et au don de plaquettes avec plaisir.
Mmh. De toute façon, vous allez très bien leur expliquer à la maison du don ce qui se passe, hein. De toute façon, moi, je suis toujours bien accueilli là-bas. À chaque fois, On vous explique bien, ça va? on m'explique, toujours bien et j'ai l'impression d'être à un cours et enfin, un cours entre guillemets, c'est de la vulgarisation, mais Oui. enfin, je trouve sympa cette transparence et le fait qu'on nous fasse comprendre ce qui se passe, Oui, qu'on n'ait pas juste des numéros, on nous pompe notre sang et après on c'est s'en va avec notre biscuit. non, non, ah non, non, c'est humain. On reçoit des gens, en fait, qui sont bénévoles, hein, c'est pas rémunéré, il faut le dire, le don de sang. Il y a des pays où ça l'est. Chez nous, ça l'est pas, c'est quelque chose de bénévole, d'anonyme, nos valeurs, c'est le non-profit et le volontariat et ça changera pas. Donc du coup, on fait en sorte, beh, quand même que vous ayez envie de revenir et que ce soit quand même très humain. On reçoit des gens super sympas qui sont là, qui donnent de leur temps. Donc on essaye de vous faire passer un bon moment, quoi. Ah, Vraiment. du coup, il y a des pays où c'est rémunéré? Oui, il y a des pays où le don est rémunéré, comme aux États-Unis, par exemple. Ah, je savais même pas. Il y a une raison, parce que ils adorent le fric, Les États-Unis, quoi. le système capitaliste a encore vaincu, Est-ce qu'il y a des raisons? Ben, ouais, c'est pas le même système sanitaire que nous, demain, vous avez un problème aux États-Unis, une chimiothérapie, vous avez besoin d'être transfusé en plaquettes, ça va vous coûter, très, très, très cher et puis on sait qu'il y a que des personnes qui ont de l'argent qui vont pouvoir se faire soigner. Donc c'est pour ça que du coup, ils rémunèrent parce qu'ils en ont besoin, donc ils vont un peu taper là où il y a des gens qui sont dans le besoin. Mais par contre, si ces personnes-là qui donnent aux États-Unis, qui sont rémunérées, ont besoin d'une transfusion, je pense pas qu'elles auront les moyens de se la payer. Alors que, bah, nous, en France, demain, il t'arrive quelque chose, tu une transfusion, on va rien te demander, hein, on va te la faire. heu, Voilà, il y a la sécurité sociale, tout ça, donc Dieu merci. voilà, c'est pas rémunéré. C'est pour que si on en ait besoin, tout le monde puisse être, Non, mais c'est une très belle mission, hein, c'est mmh. une très belle mission. Avant-dernière question de l'interview, si vous deviez donner 3 éléments pour encourager le don, que ce soit de du sang, de plaquettes ou de globules, ça serait quoi ces 3 conseils? Faites-le tant que vous êtes jeune, en forme et en bonne santé. Tout le monde peut en avoir besoin demain. Un accident de la route, de scooter, un accouchement difficile, ça peut arriver à tout le monde et on passe un super moment. Mmh. On est bien accueillis, on a une super collation, on rencontre des gens sympas, il y a un côté social, qui est super sympa, quoi. On n'est pas tout seul dans notre coin, on vient vous parler, on fait des rencontres, quoi, donc c'est top. Voilà mes 3 éléments pour vous encourager à donner. Non, c'est bien. J'approuve, ouais, j'approuve tout. Mais j'ai même l'impression que dans enfin, même certaines fois où je fais mon don, c'est même le côté social qui vient en première position par rapport au don lui-même, au fait de faire une action, citoyenne, tellement on va dire on va dire c'est feel good, c'est good vibe, on n'a vraiment pas l'impression entre guillemets «déranger» ou de faire quelque chose, de dû. Mmh. On a l'impression que voilà, juste faire son nom, c'est l'étape et après juste parler aux gens et découvrir même les autres personnes qui donnent aussi. Parce que, bah, pendant le don ou bien que ce soit après la collation, bah, on parle avec les gens qui ont donné moi je crois qu'une fois j'étais resté, sans Il y a la fermeture. sans rigoler, je crois que je suis resté au moins une bonne heure et demie, à discuter, avec des gens, bah, après voilà, j'étais en repos mais je me dis: «C'est toujours sympa, quoi». Bah, ouais. C'est mieux que de parler dans le tram. Voilà, c'est ça. Bah, en plus, c'est vrai que vous, les jeunes, beh, alors vous avez une vie un peu remplie quand même, vous bougez beaucoup et tout, mais pas tout le monde au final. Il y a plein d'étudiants qui sont un peu partis de chez eux, sans forcément encore avoir une bande de potes ou une activité sociale quand même bien remplie. Donc c'est l'occasion aussi de se faire des connaissances et de rencontrer des gens cool, quoi. Mmh. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez à l'EFS? Moi, ça fait un moment, c'est depuis 2016. Je rentrais pendant mes études, en fait, à l'EFS, en alternance. Je cherchais une alternance dans la communication et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au don du sang. Je me disais: «Mais le don de sang, ils ont pas besoin de communicants et tout». En fait, si, il y a trop besoin de faire connaître le don et de le promouvoir. Donc du coup, je suis rentrée pendant mes études en 2016. Ça va faire, 9 ans, 9 ans. 9 ans. Et du coup, Ouais. alors il y a une question que je pose à tous mes invités, je l'ai pas mise dans l'interview, mais parce que Ouais. je l'improvise totalement, mais je la qu'est-ce que vous diriez, vous, d'il y a 10 ans, du coup? Au moi d'il y a 10 ans, je lui dirais, «T'inquiète pas, continue tes études, tu vas trouver un boulot où tu t'épanouis et où tu es content d'y aller tous les matins. Tu vas pas être médecin, mais tu vas contribuer à sauver des vies». Non, c'est bien. C'est pas mal. Non, c'est pas mal.
Dernière question de l'interview. Alors, il me semble que vous intervenez aussi dans les lycées, dans les universités. Alors, les lycées, que pour, je crois, les gens qui ont... Les lycées où il y a un peu de post-bac, en fait, ou en fin d'année où ils ont un peu plus 18 ans. Et dans les universités, est-ce que ces événements attirent plus de monde que d'habitude ou est-ce qu'il y a peut-être un autre sentiment qui se dégage par rapport à, je sais pas, votre venue dans des entreprises ou d'autres villes? Non, ça marche vraiment très, très bien. En Et- tout cas, pour chez nous, là, dans les Alpes-Maritimes, dès qu'on se déplace dans les campus de Nice, dès qu'on va dans un lycée, on collecte beaucoup de poches. Hmm. Donc, il y a quand même, faut pas dire que les jeunes, bah, ils s'en foutent du don du sang. Ils sont quand même, ils se mobilisent de plus en plus, vraiment. Et La qui tra la reviennent? tranche c'est ça. Après, il faut les faire revenir. C'est un peu plus compliqué parce que comme on disait, quand on est étudiant, bah, des fois, on bouge, on n'est pas forcément, toutes nos années d'études dans la même fac, on peut changer de ville et tout. Donc c'est un peu plus dur, du coup, de les garder et de les faire revenir. Mais il y en a quelques-uns quand même, quand, ils font, toutes leurs études dans le même campus, qui chaque année attendent qu'on soit là et qu'on vienne pour faire la collecte et qui participent. Donc c'est cool. Alors, j'ai une idée qui vient de me venir, mais je sais même pas à quel point c'est faisable, mais Ouais, je note. c'est nous, alors les jeunes, oh, jeunes, j'ai bientôt 30 ans, hein, donc On est encore jeune, on est encore ouais, j'ai- il y a bientôt le chiffre 3 qui pointe le bout de son nez là. Heu et nous, on aime beaucoup quand c'est un peu, entre guillemets, «gamifié», où on a vraiment une sorte de quête. ouais. Enfin, personnellement, moi, je prends la vie comme si c'était une quête, pas comme un jeu vidéo, mais comme si on débloquait des niveaux, Ouais. chaque jour. Alors, pour faire une analogie, alors pas très saine dans le sens où c'est pas très très bon pour la santé, mais McDo, je sais que, bah, comme, les verres, enfin, il y a des fois, ils donnent des verres chaque Des année petits et du cadeaux, coup, ouais. voilà, ils font des collections, les gens font la collection des verres. Est-ce que ce serait pas possible pour la maison du don, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, des stickers ou des pins, collector D'avoir que les un gens truc qui revient chaque année ouais sur les collectes étudiants. et que les jeunes, voilà, fassent des collections, se dire, bah, tous les 6 mois ça change, il y a un nouveau pins et ils disent: «Bah, je reviens, pour avoir mon pins de cette année-là» ou «Mon pins, en collaboration avec XY, Ouais, personne». c'est une très bonne idée. Je la note Mmh. pour nos prochaines campagnes étudiantes. Je me dis, même sur l'application, faire, une sorte de suivi, pas comme une sorte de C'est vrai. carte fidélité, mais C'est vrai, après, comme on dit, tu sais, le don de sang, c'est volontaire, c'est bénévole, et cetera. Donc du coup, on offre, des goodies. Je sais pas si tu as vu à la Maison du Temps, il y a une petite boîte où on peut prendre le petit autocollant, le magnète, la carte postale, le marque-page. Mais si tu veux, on peut pas, communiquer dessus pour que le donneur vienne ouais, et ait un cadeau. Parce que sinon, ce serait du don rémunéré. ouais, ça serait Donc acheté. il y a une loi, voilà, il y a une loi qui encadre ça. Par exemple, 2 fois par an sur Nice, on fait une collecte avec, l'OGC Nice. Ah, Sur la place Masséna, on a 2 gros chapiteaux, vacances d'avril et vacances de novembre, je crois. L'OGC Nice fait gagner, des ballons, des plages de foot, des maillots dédicacés et si tu veux, nous, quand on annonce cet événement, bah, on dit qu'on fait une collecte en partenariat avec l'OGC Nice. Mais on peut pas dire: «Venez, mobilisez-vous, il y aura à gagner tant ça, ça, ça». Parce que du coup, bah, c'est faire revenir quelqu'un pour quelque chose et donc c'est une rémunération déguisée. ouais, c'est un concours en fait, Mais par contre, l'OGC Nice peut très bien communiquer à ses adhérents, «Nous offrirons des places». Ça, il y a pas de souci, mais il faut pas que ça vienne de nous, en fait. C'est OK. ça qui est compliqué. Donc oui, pour les jeunes, on peut créer un goodies, qui changerait tous les 6 mois et que pour toute l'année, beh, chaque année, ils le collectionnent. Mais on pourrait pas communiquer dessus, en fait. Ce serait vraiment pour les donneurs qui se mobilisent de leur plein gré, sans avoir le goodies, quoi. Ouais, c'est ouais, ouais. Mais je prends l'idée quand même, de la collection. Je trouve que c'est pas mal, c'est vrai. On va passer, alors c'est la fin de l'interview, Mmh. on va passer à la deuxième partie sur le vrai faux. Donc je vais vous donner des, idées reçues, vous allez me dire si vous êtes d'accord, plutôt pas d'accord, si c'est plutôt vrai, plutôt faux. C'est parti. Le don du sang fait mal. Faux, Le don de sang prend trop de temps. faux, Il faut être à jeun pour donner son sang. faux, archi faux. On peut attraper des maladies en donnant son sang. Faux, 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 faux. Tous les kits sont à usage unique et stérile, ouverts devant le donneur. Le don de sang fatigue beaucoup. Moyennement faux. Ça fatigue, on vous prend des globules rouges, du fer, donc on peut être un peu plus fatigué. Mais en s'hydratant après le don, en mangeant bien, on récupère très bien. On ne peut pas donner son sang si on a été vacciné contre la Covid-19. Faux. On s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Les femmes ne peuvent pas donner leur sang pendant leurs règles.
C'est faux. Après, il faut pas qu'elle soit anémiée, il faut pas qu'elle soit en manque de fer. On va faire une petite piqûre sur le doigt pour voir le taux de fer dans le sang et malheureusement, si elles ont des règles un peu trop abondantes et qu'elles sont en anémie, ce sera une contre-indication. Il faut attendre d'avoir 18 ans révolus pour donner son sang. 18 ans révolus, 18 ans, le jour des 18 ans, on peut donner. Donc pas 18 ans et un jour. On ne peut pas donner son sang si on a un tatouage ou un piercing récent. Vrai. Il faut attendre 4 mois, mais à partir de septembre, il faut attendre 2 mois après un tatouage ou un piercing. Les personnes âgées ne peuvent pas donner leur sang. On peut donner jusqu'à 70 ans révolus, donc jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Donc ça dépend de ce que veut dire âgé. Mais si on a donné un peu toute sa vie, on peut aller jusqu'à 70 ans révolus. On peut donner son sang même si l'on prend des médicaments. Vrai, faux. Alors, ça dépend des médicaments. Il faudra voir lors de l'entretien médical. Par exemple, si on avait une petite migraine et qu'on a pris un paracétamol, un Doliprane, c'est pas une contre-indication, on peut donner son sang. Par contre, si on prend un médicament tous les jours pour une maladie en particulier qui peut être une contre-indication, évidemment, on ne pourra pas donner son sang. À voir en fonction de l'entretien médical. Le sang donné ne sert qu'aux urgences. Faux. Il sert aussi aux opérations, aux accidentés, aux femmes qui vont accoucher. Il sert aussi à faire des médicaments pour des maladies très rares. Le don de sang est réservé aux groupes sanguins rares. Non, on recherche tous les groupes sanguins. Faux. Donner son sang fait grossir ou maigrir. Faux. Je pense qu'il fait peut-être un peu maigrir. Il faudrait voir si quand on nous enlève 480 millilitres, est-ce que ça se voit sur la balance. Le don de sang est interdit aux personnes ayant voyagé à l'étranger. Faux, ça dépend où. Oui, ça peut être une contre-indication si vous êtes allé dans un pays où il y a le chikungunya, la dengue, le West Nile virus. Mais par exemple, si on va en Italie en ce moment, je crois qu'il n'y a rien. Donc, c'est OK. Les personnes ayant eu une transfusion ne peuvent jamais donner leur sang. Vrai. Une fois qu'on est transfusé, on ne peut plus donner son sang. Ça, je ne savais pas du tout. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le faire tant qu'il nous est rien arrivé. Il faut connaître son groupe sanguin pour donner son sang. Faux. Les personnes ayant peur des aiguilles ne peuvent pas donner leur sang. Faux. Il faut pas la regarder. Si on a peur des aiguilles, on tourne la tête, on discute avec l'infirmière et on voit rien. On ne peut pas donner son sang si on a une petite tension. Vrai. Le don de sang fait baisser la tension. Donc il faut pas qu'elle soit petite, sinon ça peut vous faire un malaise vagal. Donc du coup, au moment de l'entretien médical, on vous prend la tension, il faut avoir une tension assez normale. Il faut obligatoirement prendre rendez-vous pour donner son sang. Faux. On peut venir sans rendez-vous, ça va dépendre vraiment, de la journée, du nombre de donneurs, du nombre de personnel qui est là pour prélever. On peut venir sans rendez-vous, si toutes les conditions, font qu'on peut vous prendre sans rendez-vous. Les dons de sang sont revendus à des laboratoires privés. Faux! Les dons de sang, sont directement, donnés à des personnes, qui en ont besoin dans les hôpitaux et si on fait des médicaments avec, le plasma notamment, le plasma, ça peut être transfusé sous sa forme liquide ou ça peut être fractionné, pour faire des médicaments dérivés du sang qui vont servir dans des maladies, auto-immunes, dans des maladies super rares. Mais du coup, c'est, dans un laboratoire qui s'appelle le LFB, le Laboratoire français des biotechnologies et c'est un laboratoire qui est détenu à 100 par l'État. On ne peut pas donner son sang si on a eu une grossesse récente. Oui, vrai, il faut attendre 6 mois après, l'accouchement. Les personnes végétariennes ou véganes ne peuvent pas donner leur sang. Faux. Si elles sont pas anémiques, elles sont en forme, il y a pas de souci, elles peuvent venir. On a même des petits plats véganes en collation. Et et dernière question, on peut donner son sang même si on est allergique à certains aliments. Vrai, faudra faire gaffe à la collation, de pas prendre, ce dont vous êtes allergique. Mais normalement, on a toutes les compos. Faut faire gaffe à la collation, mais c'est pas une contre-indication. Par contre, faut pas être allergique à la bétadine, par exemple. Ou sinon, on va pas vous en mettre. Mais faut bien checker ça au moment du prélèvement ou de l'entretien médical sur les allergies. Et même à certains médicaments. Pas forcément des médicaments parce que nous, on check, ou la bétadine, c'est un désinfectant, ou l'anticoagulant. Des fois, par exemple, si on donne son plasma ou ses plaquettes, au moment du retour,
et bah, il y a un peu d'anticoagulant qui se met, parce que dans la poche, il y en a. Donc il faut qu'on check si vous êtes pas allergique à ça. Super, bah, merci beaucoup d'avoir partagé, les opinions, d'avoir un petit peu démystifié tout ça. On va passer à la dernière partie de l'interview sur la réaction à l'actu. Alors, j'ai envoyé un petit article, qui abordait la sensibilisation du don du sang dès le plus jeune âge. Ils allaient dans les écoles, primaires, et dans les collèges. Ça se passait dans un petit coin de France, dans laquelle en gros les intervenants, donc des infirmiers, il y avait aussi des membres de l'association locale du don du sang qui venaient un petit peu, voilà, faire de la vulgarisation auprès des jeunes et des très jeunes, hein, pour voilà, faire comprendre, à ces enfants-là que le don du sang a toute son importance dans leur vie future. Est-ce que c'est important cette formation, cette sensibilisation dès le plus jeune âge? Oui, moi je trouve ça super important, ça devrait être dans toutes les écoles. Ça devrait être dans toutes les écoles parce que je me dis qu'en fait, plus on en parlera tôt, plus les enfants seront sensibilisés tôt, moins ils auront d'idées reçues, moins ils auront peur, à leurs 18 ans de venir faire ce geste solidaire. Donc c'est super de mettre en place ces actions. Nous à l'EFS, on appelle ça les AMS, actions en milieu scolaire. Alors, dans certaines régions, comme on le disait au début de l'interview, on a beaucoup d'associations locales du don du sang. Ce qu'on a moins chez nous, on a un peu moins d'associations ou alors elles sont assez vieillissantes et du coup, beh, elles font pas autant d'actions que dans d'autres régions. Mais en tout cas, c'est vraiment une action, qui peut être portée, par les associations ou par nous, hein. Moi, dans mon travail, si j'ai une école qui veut que je vienne intervenir pour, les sensibiliser, dès le collège ou même, plus tôt, hein, CM1, CM2, on le fera avec plaisir. En fait, on a des supports adaptés, vraiment, où on vulgarise, le don de sang, où on se sert, de petits bonhommes. Je sais pas si vous vous rappelez de ce dessin animé, Il était une fois la vie, Oui. où on a les petits défenseurs des globules blancs, les globules rouges, tout ça. Donc, ouais, on se sert un petit peu de supports adaptés en fonction de l'âge, bah, pour les sensibiliser, pour leur expliquer ce que c'est, pour qu'ils aient moins peur au moment où ils pourront le faire et c'est aussi des super porte-parole parce que dès qu'ils arrivent chez eux à la maison, ils vont essayer de convaincre leurs parents en leur disant: «Mais maman, papa, toi tu le fais pas, vas-y, va à une collecte», donc ils sont aussi des super messagers, pour sensibiliser leur entourage Mmh. à donner. Parce que, est-ce qu'il y a pas aussi un âge critique où les gens donnent moins? Par exemple, on y va dès ses 18 ans, est-ce qu'il y a pas un âge où, Oui, quand on rentre un p dans la vie active, on y va un peu moins. On donne, 18 voilà, 18-25, pendant qu'il y a les collègues qui viennent sur les campus, les lycées et tout. Le premier don, souvent, les jeunes, ils me disent: «Bah, c'était pour rater le cours d'anglais où on veut pas aller». Donc ça commence comme ça et après, c'est vrai que quand on rentre un peu plus dans la vie active, qu'on commence à travailler, ben, on prend moins le temps. Donc ouais, entre 30 et 45-50, on donne un peu moins. Parce qu'il y a plein de choses de la vie qui font que, ben, on donne un peu moins, le travail, les enfants, la vie de famille, les impôts, les tout ça, quoi. Et après on se remet dans le truc parce que, ben, il y a eu quelqu'un dans la famille qui a eu besoin ou on est un peu plus touché par quelque chose qui se passe, qui fait que, du coup, on se remet à donner. Et après il y en a, c'est vraiment, enfin, il y en a qui le donnent régulièrement, tout le temps, hein, qui s'arrêtent jamais et il y en a qui vont commencer très tard et en fait, il y a pas trop de règles, quoi. En fait, tant qu'on donne, on fait ce qu'on veut. Mais, en tout cas, si tout le monde en âge de donner donnerait au moins une fois dans l'année, bah, il y aurait pas de problème, de stock mmh, ouais, c'est sûr. et voilà. Donc déjà, si on peut le faire au moins une fois tout à l'heure, on disait un peu avant l'interview que, bah, tu avais donné que 2 fois et que tu devrais faire plus et tout. Mais déjà, si tout le monde pouvait donner une fois dans l'année, ce serait incroyable. Mais il faut garder espoir. Faut avoir foi en l'humanité. Mmh. Et beh, est-ce que dans les hôpitaux, ils encouragent aussi, les gens à Oui, donner? oui, oui, dans les hôpitaux, le personnel soignant, hein, tu parles? Oui, oui, le personnel soignant. Oui, 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 quand on fait des collectes en hôpitaux, ça marche très, très bien, bah, parce qu'on est sur place et qu'ils ont pas forcément le temps. Le personnel soignant travaille en 12 heures. Donc, quand ils sortent de leur garde ou quand ils la commencent, forcément, des fois, les centres sont pas ouverts. Ils ont un peu une vie en décalé. Donc du coup, ils sont super contents quand ils nous voient venir collecter directement, dans les hôpitaux pour qu'ils puissent se mobiliser. Puis vraiment, eux, c'est les premiers concernés, ils connaissent les besoins et donc s'ils peuvent le faire, ils se posent pas la question, ils viennent. Ça, il y a pas de souci sur C'est ça. parce que ça fait écho avec un des épisodes dans lequel je recevais, une infirmière en réanimation qui avait fait l'IFSI,
Donc et qui nous parlait, voilà, des gardes, de tout ce qui se passait à l'hôpital et je me dis: «Bah, ça peut être parfaitement un bon complémentaire, Ouais. complémentaire médical, s je suis le périste médical maintenant». Mais c'est vrai que c'est moi, je sais pas comment j'en ai entendu parler. À vrai dire, je n'ai plus de souvenirs. Je sais que vous étiez venu à Masséna en 2016. Et c'est vrai que c'est un lycée qui marche très bien, le lycée Masséna. On a vraiment, souvent, chaque fois qu'on y va, les créneaux sont pleins très, très rapidement. Donc, Bah, ouais, je sur pense qu'il y a beaucoup de classes de prépa, il y a beaucoup de post-bac, hein. ouais, il y a un an. Donc du coup, ce qui fait qu'on a pas mal de monde sur ce lycée. Mais c'est vrai que souvent le premier don, ça peut se faire au lycée, ouais. Mais ouais, je crois que c'est que comme ça que j'en ai entendu parler. Est-ce que j'en ai entendu parler ailleurs? Peut-être, mais ça me dit Ça rien. peut ouais. Bah, ouais, non, mais souvent c'est ça, c'est quand on vient, aux gens, hein, qu'on se mobilise. Et est-ce que les profs, ils font beaucoup de dons aussi? Enfin, quand vous venez dans les écoles, les universités, est-ce qu'il y a des profs aussi? Il y en a, c'est pas la majorité, hein, mais il y en a quelques-uns, ouais. Ouais. Il y en a quelques-uns qui en profitent, que ce soit sur le temps de travail. Il y a une proposition là de loi qui a été faite au mois de mai, vraiment très, très récent. Il y a une proposition de loi qui a été faite sur, le fait de rendre, obligatoire, pas le don, hein, mais qu'un employeur, ait l'obligation de libérer son personnel volontaire sur le temps de travail. Parce que là, c'est vraiment à la décision, de la direction, ils sont pas obligés. Mais, il y a une proposition de loi qui a été faite sur les grosses entreprises, hein, où il y a plus de 50 salariés que ce soit obligatoire de laisser, son personnel, se mobiliser sur le temps de travail et ça, je pense que ça nous aiderait énormément. Parce qu'on a tous une vie, hein, quand on rentre dans la vie active, c'est compliqué d'y aller après le bureau. On a des courses à faire, des enfants à aller chercher et cetera. Donc du coup, le fait que ce soit sur le temps de travail, je pense que ça peut vachement aider, au fait de se mobiliser. Non, mais vraiment très Vous vous relayez, dès qu'ils sont là, vous allez donner un tour chacun, quoi. Dès qu'il y en a un qui revient, l'autre repart, et il est laissé sur le temps de travail, venir donner leur sang. non, mais c'est bien, mais ouais, je sais pas Mmh. pourquoi c'est pas plus, C'est pas un peu plus ouais, mmh, il y a pas tout le monde qui se sent concerné, en fait, je pense. ouais, je sais Mais pas. bon. C'est un peu je me dis: «C'est un peu bizarre». C'est ça prend enfin, ça prend rien, ça prend 10 minutes le temps du don et 45 minutes si on est connu, c Ouais. c'est un Quoi? c'est rien Ouais. sur un mois, même c'est même pas sur un mois, c'est sur 3 mois? Tous les 2 mois, on peut Tous les 2 mois, sur 2 mois, ouais. 45 minutes tous les 2 mois, c'est à dire il y a des gens qui arrivent à passer, 45 minutes juste en regardant une vidéo ou un reportage, bah, Ouais. ou Puis en entreprise, entre les pauses clopes, les pauses café et tout, tu vite aux 45 minutes, hein. ah oui, c'est Alors bon, c'est sûr, ouais, je me dis: «Bon». pour cumuler, ce serait mieux de les laisser aller donner leur sang. Mais bon, Ouais, voilà, ouais, surtout. on va pas tout révolutionner, mais on avance petit à petit. Ouais, non, c'est pas mal. J'espère que du coup, ouais, ça va aller au bout. Faut que ce soit voté et tout, mais en tout cas, la proposition a été faite pour Tu que ce raison. soit obligatoire. On touche du bois, hein. Mmh. Et ben, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir un petit peu démystifié tout ça. Merci à toi pour l'invitation. C'était super cool d'en parler. J'espère que ça va résonner, pour certains qui J'espère vont aussi, hein. avoir des nouveaux donneurs. Quant à vous les auditeurs, abonnez-vous, likez l'épisode sur votre plateforme préférée. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Andrea et Rocha pour After School. À plus!